Comment fait-on pour mobiliser l'intelligence collective de son équipe? Pour la plupart d'entre nous, la réponse semble évidente. On se met autour d'une table et on discute. Et souvent, on va parvenir, tant bien que mal, à un consensus. Le problème de cette méthode universellement admise, c'est qu'il n'est pas du tout évident qu'elle nous mène à la meilleure solution. Parce que dans un groupe, on s'influence les uns les autres beaucoup plus qu'on ne le croit. Une expérience menée en 2006 par le sociologue Matthew Salganik et par ses co-auteurs permet de mettre en évidence cet effet de manière frappante. L'étude portait sur les téléchargements de chansons, mais vous allez le voir, ses implications sont générales. Les chercheurs ont commencé par mesurer ce qui se passe quand on laisse les utilisateurs du site de téléchargement choisir les chansons qui leur plaisent, sans leur donner aucune autre information que le titre. Les chercheurs ont commencé par mesurer ce qui se passe quand on laisse les utilisateurs du site choisir les chansons qui leur plaisent, sans aucune autre information que le titre de la chanson. Ils ont ainsi pu voir quelles chansons étaient objectivement les plus appréciées et les moins appréciées par les utilisateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle le groupe de contrôle. Mais les chercheurs ont aussi créé d'autres groupes, des espèces de mondes parallèles. 8 autres groupes avec des milliers d'autres utilisateurs, et la seule différence entre ces mondes parallèles et le groupe contrôle d'origine était que, dans ces mondes parallèles, les utilisateurs avaient accès à une information clé, le hit parade de leur groupe, c'est-à-dire combien il y avait eu de téléchargements de chaque chanson et lesquels arrivaient en tête du classement. Le résultat frappant, c'est qu'au terme de l'expérience, les chansons qui se retrouvent en tête du hit parade sont radicalement différentes. L'information qui est donnée aux participants sur les chansons qui sont en tête de classement a une influence énorme sur leur choix à tout moment. Et comme les goûts des premières personnes qui ont fait l'expérience varient aléatoirement d'un groupe à l'autre, ce hasard produit une sorte d'effet boule de neige, les résultats finaux varient énormément en fonction du hasard initial. Dans l'un des groupes, les sociologues ne l'ont pas laissé au hasard. Ils se sont amusés à afficher dès le départ un classement radicalement faux. Les chansons présentées comme les plus populaires étaient en fait celles qui avaient été les plus mal notées par le groupe de contrôle, donc les moins bonnes a priori, et réciproquement, les chansons les moins appréciées étaient présentées au sommet de la liste. Résultat, les chansons les moins appréciées, justement, se retrouvent en haut du classement, et beaucoup de celles qui seraient normalement les plus appréciées ne percent jamais. La seule exception concernait la chanson la plus appréciée par le groupe de contrôle, la meilleure en fait, qui a réussi à remonter son handicap initial. Ce que cette expérience et d'innombrables autres expériences du même genre nous démontrent, c'est que nous sommes infiniment plus sujets à l'influence sociale que nous ne le croyons. Nous pensons que nos jugements et nos goûts sont indépendants. Nous pensons que l'information que nous avons sur l'opinion des autres n'est justement qu'une information, à laquelle nous donnons son juste poids, mais pas plus. En réalité, nous sommes beaucoup plus malléables que nous ne l'imaginons. Le même phénomène va se retrouver à des degrés divers dans n'importe quel groupe de travail. Si la première personne à s'exprimer est très favorable à un projet, il sera un petit peu plus difficile pour la deuxième d'être contre. Une fois que les deux premières sont pour, il est encore plus difficile pour la troisième de se démarquer, et ainsi de suite. La seule différence avec l'expérience des sociologues sur la musique, c'est que, dans une réunion, l'ordre des interventions, généralement, n'est pas aléatoire du tout. Sauf règle particulière, ce sont les plus motivés qui s'expriment en premier, ou ceux qui ont été choisis pour conduire la discussion dans la direction qu'on souhaite lui donner. Pour éviter ce danger, il y a plusieurs types de solutions. La plus radicale serait de consulter les participants séparément plutôt qu'en groupe, en faisant une sorte de sondage. Mais on perd le bénéfice de la discussion et de la prise de décision collective. Une variante existe, et elle est rarement mise en œuvre alors qu'elle ne demande presque aucun effort. C'est tout simplement de demander à chacun d'écrire ses idées sur une feuille de papier avant de faire le traditionnel tour de table. L'avantage de la méthode, c'est que même si vous venez d'entendre plusieurs personnes qui pensent la même chose, quand vous venez pour votre part d'écrire le contraire sur une feuille de papier qui est encore en face de vous, vous hésiterez un petit peu avant de vous rallier à l'avis des autres. Vous exprimerez donc votre point de vue initial, celui que, sinon, vous auriez été tenté de garder pour vous. Les autres, à leur tour, entendront vos arguments,
dont ils auraient sinon été privés. En somme, le débat sera plus riche qu'il ne l'aurait naturellement été. Il aura moins tendance à se polariser sur les opinions initiales des premières personnes qui parlent. Ce n'est pas une recette miracle d'écrire avant de parler. Et il y a bien d'autres outils pour améliorer le fonctionnement des groupes. Mais comme celui-ci ne coûte que le prix d'une feuille de papier, pourquoi s'en priver ?